Et c'est là que vous étiez en train de dire, normalement, Oui. c'est le travail que devait faire la CID, donc la Centrale d'intelligence Exactement, et de la exactement. documentation, protéger la nation congolaise, protéger le Congo, mais là, finalement, elle fait l'inverse, c'est-à-dire elle est au service d'un homme et non Voilà. de la C'est nation c'est une congolaise. passoire. La C'est une preuve, c'est qu'il passoire. y a des criminels qui volent, qui détournent les milliards qui devaient servir au bien-être des Congolais. Et voilà, là, l'économie est détruite. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Hum. je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration du Oui, le ministre des ministre Finances. des Il disait Finances. que le Congo n'a plus les capacités d'assurer, voilà, Mais comme il ne tu dis, la cesse de nommer régularité des des gens, salaires, des créer de fonctions, nouvelles des bourses. positions. Et ça Oui, n'intéresse pas la CID. Ce qui intéresse la voilà. CID, ce sont des jeunes qui disent, ben voilà, trop c'est trop, on en a On a marre. besoin d'eau, Et là, la CID est tu es un derrière. terroriste. J'ai besoin d'électricité, tu es un terroriste. J'ai besoin d'emploi, tu es un terroriste. Je reviens du Cuba, vous nous avez promis du travail. On marche parce qu'on demande au travail. Terroriste, arrêtez, assassinez. Est-ce que c'est ça le travail de la police? Vous savez, si nous tous nous commençons à travailler, je vous dis que le régime du Congo n'est pas plus puissant que les régimes qui sont tombés sur le printemps arabe. Parce que là-bas, on avait affaire à des généraux ici et ils avaient des armées. Parce que je vous rappelle que l'Égypte, c'est la première armée en Afrique. Mais face à des patriotes, le général a fui et l'armée n'a pas pu protéger le général. Donc c'est pour vous dire que c'est le peuple congolais qui se sous-estime. Il n'y a pas une arme que Sassou peut acheter. Une arme que Sassou peut acheter qui peut stopper les Congolais s'ils se lèvent aujourd'hui dans la diaspora au pays pour dire que non, trop c'est trop, nous voulons un meilleur Congo. Bonjour, Jurol Luenba. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes acteur des droits humains, membre d'Amnesty International. Un coup d'État imaginaire déjoué au Congo-Brazzaville, c'est la danse donnée hier par l'homme lige de Denis Sassou Nguesso, le procureur de la République, Oko Ngakala, qui met en accusation maître Bob Kaben Masuka, enlevé, vous le savez, le 9 juillet dernier, et Cédric Castelin Balou, dont la belle-sœur et son mari ont été également enlevés par les agents du renseignement de la CID, l'ancienne DGST de Brazzaville, dans la même période, en violation, ça aussi on peut déjà le dire, en flagrante de toutes les procédures d'interpellation, d'arrestation ou de mise en dépôt. Il nous a été également rapporté que plusieurs autres jeunes Congolais ont été enlevés et qui seraient portés disparus. Je vous propose donc de suivre cette mise en accusation par le procureur Oko Ngakala avant de vous faire réagir. On écoute. Du procureur de la République. Affaire Maître Kaben Masuka Bob. Mankouma Picarot Amel alias et autres. Depuis quelques mois, plusieurs individus ont planifié un projet dénommé Appel à la mobilisation pour soutenir la libération du Congo le 10 juillet 2025. Projet publié sur la page Facebook du nommé Balou Castelin, Cédric, qui résiderait à l'étranger. Pour réunir les conditions de mise en exécution de ce projet, 7 personnes, parmi lesquelles 5 Congolais et 2 Centrafricains ont été recrutés avec des tâches bien spécifiques. Il s'agit notamment de Mankouma Pika Rock Armel alias Oncle Sam, juriste. Dawili Jean Bedel alias Delta, ancien rebelle Seleka. Balsomi Oldi Gaël, prince alias secrétaire en service à la direction départementale de l'agriculture. Berry Jean Robert, alias Bill,
adjudant-chef en service au commandement de la sécurité civile. Kaben Masuka Bob, avocat au barreau de Brazzaville. Boma Mayinga Charles, alias Dan, lieutenant en service au 1er régiment de l'artillerie Sol-Sol. Wando Anissé, alias Charlie, ancien rebelle Séléka. Au cours de multiples rencontres clandestines organisées par ces personnes, il a été convenu que leur projet consistait à tenir nuitamment une grande manifestation insurrectionnelle tendant à renverser les institutions de la République. Pour y parvenir, plusieurs instruments ont été rassemblés par ces derniers, en l'occurrence des talkie-walkie, des cartes SIM RTL en provenance de la RDC, des téléphones satellitaires de marque Touraya et des munitions. De l'exploitation de ces téléphones, il ressort que les assaillants étaient sur le point de recevoir la livraison des armes de type PMAK. Informés de cette opération de déstabilisation, les services de la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville, procédant en mode de flagrance, ont interpellé, interrogé et déféré ce jour les suspects. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'interpellation d'un avocat n'obéit pas aux dispositions de l'article 53, alinéa 4 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Cela dit, l'arrestation de maître Keben Masuka Bob ne saurait constituer un enlèvement. En définitive, au regard de l'extrême gravité des faits, lesquels sont de nature à menacer dangereusement la paix et la tranquillité de l'État, je décide d'engager des poursuites contre toutes ces personnes pour des faits d'association de malfaiteurs et tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, suivant la procédure de crime flagrant conformément aux dispositions des articles 2, 87, 88, 89, 265, 266 et 267 du Code pénal, 55 du Code de procédure pénale. En conséquence, toutes ces personnes sont placées sous mandat de dépôt fait à mon parquet le 22 juillet 2025, le procureur de la République. Alors, Jérôme Lumba, que vous inspire d'abord cette déclaration où Okongakala prétend que Cédric Balou vivrait à l'étranger et que le groupe constitué aurait reçu du matériel? Il parle des téléphones Turaya, des SIM et des munitions et qu'ils attendaient recevoir des armes de guerre de type PMAK. Monsieur Christian Perrin, j'en rigole. Je pense que ce scénario n'est même pas digne d'un film Nollywood du Nigeria. Hein. Et là, je parle même des débuts des années, les débuts de production de Nollywood où on pouvait voir le doigt du caméraman devant l'écran. Une mise en scène scénario... d'un amateur, c'est ce que tu veux dire? Exactement, voilà. Donc, ce scénario n'est même pas digne d'un amateur. Et pour moi, c'est très triste, c'est humiliant parce qu'en fait, le régime ne cesse de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, ils viennent, par cette sortie-là, de montrer, je pourrais dire quelque part, l'incompétence, soit du service de renseignement ou l'incompétence du système juridique. Donc, c'est à eux de choisir. Parce que déjà, la première argumentation présentée par M. Okongakala, ce dernier indique que ce fameux coup d'État, ce pseudo-coup d'État qui a été déjoué le 10 juillet, est lié
à une annonce qui a été faite par un certain, M. Okongakala, dit précisément un certain Cédric Castellan Balou, vivant à l'étranger. Il y a déjà un petit souci à ce niveau. En tant que procureur, l'une des qualités d'un homme de droit, c'est l'attention aux détails. Parce que pour juger une affaire, il faut avoir une attention aux détails, c'est-à-dire que le droit, les lois, une attention aux indices, les évidences, les informations qui sont fournies. Monsieur Okongakala devait avant tout faire une analyse des informations qu'il a reçues pour se rassurer qu'au moins ces éléments étaient géographiquement factuels et que tout ce qu'il disait avait un sens lorsqu'on veut, je ne sais pas, créer un faux coup d'État pour salir l'opposition et tout ça. Mais prenez au moins le temps de vous asseoir et de bien ficeler vos actions. Monsieur Okongakala part d'abord d'un certain Cédric Balou, mais cela déjà fait preuve que cela déjà indique que le procureur de la République est déconnecté de la vie sociale et de la vie politique du Congo-Brazzaville. Parce En que sorte, M. Cédric si j'ai bien Castellan, compris, il vient annoncer des choses qu'on lui a demandé d'annoncer, mais des choses qu'il ne connaît pas. qui ne connaît pas, donc il a juste reçu un rapport comme ça, et il décide juste de l'annoncer, sans en fait faire une analyse. Alors qu'un procureur, même lorsqu'il reçoit un rapport, il a, il a ce devoir-là de faire une contre-analyse. Il doit faire une contre-analyse pour se rassurer que l'accusé est accusé de manière impartiale. Vous voyez? Et déjà par cette réaction, on voit que même au-delà des éléments, si monsieur Okongakala était connecté de la réalité sociale et politique du Congo-Brazzaville, ce dernier allait connaître que allait en fait connaître M. Cédric Balou, puisque ce dernier a eu à organiser plusieurs marches au pays qui n'ont d'ailleurs pas obtenu une permission auprès des mairies. Cela a tourné dans les réseaux sociaux lorsque nous avons organisé notre marche également, la marche patriotique contre la cession des terres. Nous avons travaillé ensemble avec Cédric Balou parce qu'ils ont organisé une marche pendant la même période. Et on se dit qu'au nom du patriotisme, on va travailler ensemble, on va communiquer ensemble parce que c'est pour l'intérêt du pays. Ils ont fait leur demande auprès de la mairie. Cette demande a été rejetée. Vous Mais on se voyez, et quand souviendra, on pendant que rejette, vous le dites, Jérôme Lemba, on se souviendra aussi de la marche organisée par Cédric Castellan-Balou. Ils sont arrivés jusqu'à la primature. Ils avaient même été ouais, pris, ils avaient été séquestrés là-bas. Et dire que exactement. le procureur de la République ne Ne sait pas, connaît pas Cédric Balou, mais c'est curieux. mais attendez, c'est une absurdité. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments que l'on peut présenter pour prouver que soit M. Okongakala fait semblant, ou alors il ne prend pas le temps de faire son travail et il doit virer toute son équipe qui est autour de lui. Parce que déjà, avant même qu'un dossier n'arrive sur le dossier, sur le bureau de M. Okongakala, il a une équipe autour de lui. Dernièrement, il y a une vidéo qui circulait concernant son moment viral, Loi Ekola Kisayo. Il a eu à faire une vidéo qui a circulé où il était dans son bureau et il présentait son équipe. C'est parce que vous avez suivi cette vidéo. Oui, je suis, oui, je suis. Donc, ça veut dire que lorsque un dossier arrive au niveau de M. Ngakala, avant même qu'il ne le touche, il a une équipe d'experts qui est censée déjà faire encore une autre analyse, une vérification. Donc, ça veut dire que toutes ces étapes-là ont fait preuve d'incompétence. Mais d'ailleurs, pendant qu'il est Donc, en train de faire la déclaration autour de lui, on voit bien qu'il y a toute une mais on équipe. voit l'équipe, mais on voit l'équipe autour de M. Okongakala. Et moi, si j'étais à la place de M. Okongakala, eh ben moi, je veux revoir cette équipe-là. Je veux la revoir. Mais, Parce que cette honte-là, n'est pas juste une honte sur M. Okongakala, sur M. Okongakala, mais c'est une honte sur la République. Parce que même sur le plan du service de renseignement, lorsque nos compatriotes, nos frères nations nous regardent, mais ils se moquent de la justice et des services secrets du Congo-Brazzaville. Mais c'est une faute grave. mais est-ce qu'on peut parler de défaut, j'allais dire, de preuves?
consistante ou conséquente qui a poussé à cet échec, il faut dire ça comme ça, de la manipulation, parce que on sait bien comment fonctionne le régime de Brazzaville, et qu'à défaut de ces preuves, ben, on vient pondre un communiqué ou une déclaration, mais qui à la rigueur est risible et honteux, comme on l'a dit. Vous savez, les dirigeants politiques du Congo-Brazzaville font partie de la vieille école politique. Et ceux de la vieille époque continuent à lire et utiliser les principes du prince Machiavel. Vous voyez? Et c'est précisément les dirigeants au niveau d'Afrique qui continuent à utiliser la philosophie de Machiavel, qui est une philosophie dépassée, parce qu'au niveau de l'Occident, ils ont compris que cette philosophie fonctionne pendant quelques décennies, mais après, elle coûtera cher à l'oligarchie. Cela a été le cas lors de la Révolution française. Cela a été le cas aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. C'est pour cette raison que vous allez voir que les leaders du monde qui font trembler M. Sassou et nos dirigeants n'utilisent plus les principes de Machiavel pour regarder comment est-ce que la France prend soin de son peuple. Est-ce que Macron a besoin de tétaniser, de terroriser le peuple français pour qu'il puisse être respecté, pour qu'il puisse faire son travail? Non, ce n'est pas le cas. Alors, le régime de M. Denis Sassou Nguesso utilise les principes de Machiavel. Et ce que vous venez de voir, c'est une stratégie de Machiavel. Chercher à utiliser des fausses informations afin de salir une personne en vue d'atteindre en fait leur objectif principal. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont commencé par l'arrestation de la belle-sœur de Cédric Balou. Vous voyez? C'est qu'il fallait commencer à trouver des petits éléments afin de leur permettre de remonter vers leur intention réelle. Et cela a commencé avec le cas de Lassi Bouti. Et je l'avais annoncé lorsqu'on a arrêté la Sibouti. J'ai dit que non seulement que le PCT a déjà commencé sa campagne électorale avec le timonier, le patriarche et toutes ces sorties, mais ils ont également lancé la machine du machiavélisme. Et l'affaire la Sibouti était un test, ce qu'on appelle en politique et en matière de guerre, on appelle cela l'escalade graduelle. L'objectif, c'était d'utiliser la Sibouti et voir comment est-ce que la population, comment est-ce que les activistes, comment est-ce que les opposants vont réagir. Et s'ils n'agissaient pas de manière forte et avec sérieux, ils Le allaient plan donner va le feu continuer à être vert, voilà, déroulé et maintenant on est voilà, à arrivé à dérouler le Castellan. tapis rouge au dictateur. Voilà. Et ça Et veut c'est dire ce que qui se passe. même sur le cas, par exemple, Cédric Castellan-Balou, maintenant là, ils vont tester la deuxième étape pour voir, bon, avec la CI, il n'y a pas eu mobilisation, avec Castellan, qu'est-ce que ça va donner? Et si on dépasse l'étape Castellan, sans problème, à ce moment-là, on déroule toute la machine, mais ils vont passer probablement à la quatrième vitesse. Ah oui, mais écoutez, monsieur Christian Perrin, avant même de parler de Castellan Balou, il ne faut pas oublier qu'après l'affaire La Chibouti, il y a eu la sortie des listes des partis politiques retenus. Ça Tout à fait. également, c'est une Ça a stratégie failli qu'on m'échapper, appelle oui, de évidemment. la provocation psychologique. C'était une provocation psychologique. C'était une manière, en fait, de créer, comment on appelle, de créer une forme de psychose auprès des dirigeants de l'opposition, en les écartant de manière volontaire. Et c'est aussi une manière de faire passer un message à ceux qui ont été retenus pour leur dire que si vous essayez de parler comme M. Cléron Mirassa, comme Cédric Balou et autres, vous allez également être retiré de la liste. Vous voyez que même cette affaire de liste qui a été publiée était une autre étape de test pour pouvoir voir la force de l'opposition, voir si ces derniers vont mettre leurs égos de côté, comprendre qu'en fait, il s'agit d'une attaque contre tous et qu'ils doivent faire comment on appelle, se mettre ensemble afin de pouvoir stopper cette machine avant que le monstre puisse faire sortir sa tête. Parce que C'est-à-dire, jusque-là, c'est la queue. vous êtes en train de faire allusion là à un pacte, disons, de l'opposition, de sorte que les opposants, les vrais, il faut le dire, puissent Ouais. se constituer de sorte que si l'on touche à un opposant, c'est toute l'opposition qui se mobilise. Parce que finalement, ce qui arrive à un arrivera à tout le monde. C'est ce qu'on a toujours dit. Exactement. Exactement. Il s'agit là d'un pacte de solidarité.
qui aura pour objectif non seulement, parce qu'il y a souvent des guerres d'ego où les gens se disent non, on ne veut pas d'un candidat unique et tout ça. Non, ce pacte-là n'a pas pour objectif de choisir un candidat unique. Ce pacte a pour objectif de protéger tout parti sérieux de l'opposition, protéger leur liberté d'expression, protéger leur vie physique et leur famille. Et donc, par rapport à ce pacte, ils diront que si on touche à un seul d'entre nous, nous allons nous lever comme un seul homme pour poser toutes les actions qu'il faut. Si sortir en mars, poser des actions juridiques. Et je pense que le cas de l'arrestation de M. Bob Masuka est un exemple parfait parce que nous avons vu la coalition des avocats de la diaspora et du pays se sont mobilisés et ont porté plainte à l'État congolais au niveau de la France. Ils n'ont pas attendu un mois, 2 mois, mais jusque-là, concernant le cas Lassi Bouti, si on demande aux opposants, quelles plaintes ont-ils déjà portées à l'échelle internationale? Il y a cela quelques jours, ça fait 2, 3 fois que je passe sur les chaînes internationales. Je suis passé récemment encore hier sur SABC, où j'ai présenté le cas Lassi Bouti. Je veux dire que les journalistes étaient étonnés quand on leur explique ce que les journalistes, ce que les activistes et les opposants subissent au Congo-Brazzaville. Mais ça, c'est un travail qui devait être fait principalement par des opposants. Alors, mais en prenant donc, en enlevant, parce que ça c'est très sérieux, il faut toujours revenir là-dessus, la précision s'impose en enlevant un avocat, Maître Bob Kaben Masuka. Il y a eu réaction évidemment des deux barreaux, Brazzaville et Pointe-Noire. Et voilà aujourd'hui, certainement pour trouver une issue de sortie, vu que la pression devenait trop forte, ils sont sortis par ces accusations que tous nous avons suivies, mais très honteux d'ailleurs de voir un procureur de la République venir pondre du mensonge que tout le monde, même un petit enfant, peut se rendre compte qu'il n'y a que trop de manipulation du mensonge. Quel est le message qu'ils ont voulu envoyer au niveau des professionnels de droit? Comme pour dire que vous aussi, vous n'êtes pas épargnés et qu'on peut taper sur tout le monde? C'est ça. Oui, exactement. Vous savez, dans la loi des pouvoirs, il y a ce qu'on appelle, il y a le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir juridique, il y a le pouvoir politique. Donc voilà, ainsi de suite. Vous allez voir qu'ils ont commencé par taper le pouvoir politique à travers la Sibouti et aujourd'hui, et Cédric Balou et autres, et ils ont tapé le pouvoir du média. Vous avez vu, les télécas et autres ont été interpellés et tout ça. Ils ont reçu des menaces en leur disant qu'on va les interdire de diffuser, ainsi de suite. Et vous allez voir M. Thierry Mungala, qui a eu à menacer une journaliste de Téléka pendant sa quinzaine gouvernementale. Mais ça fait partie de la stratégie. Ils sont en train mais d'ailleurs, pendant que vous le dites, vous allez avancer, Jurol. Nous apprenons également que la correspondante de France 24, Rosie Piot, est sous menace, alors qu'elle est en train de mener une enquête sur ce qui s'était passé à Maya en 82. Et ça arrive dans la même période de cette répression. Ça ne peut pas être un hasard, en fait. Exactement. Mais M. Perrin, vous voyez, Dieu sait faire les choses. Vous voyez, le PCT est en fait en train de creuser sa propre tombe et mettre son cercueil afin d'y entrer. Vous voyez, M. Thierry Mungala a eu à créer sa vadrouille médiatique. Il n'a pas aimé ce terme, mais c'est une vérité. J'ai même lu vadrouille communicationnelle, qui est un terme extrêmement péjoratif, voire insultant. Puisque je vous l'ai dit, il s'agit de ma fonction de porte-parole. Ah, j'aurais pu aller sur Télé Congo, j'aurais pu aller sur Tieleka Média, mais à ce moment-là, je n'aurais pas visé et atteint, je pense, nos cibles, qui étaient par exemple l'administration Trump. Je ne crois pas que les conseillers du président Donald Trump suivent régulièrement nos médias en ligne, et notamment Tieleka Média. Pourquoi je cite Tieleka? Puisque c'est Tieleka Média qui a tenu des propos extrêmement durs sur les raisons de ma tournée. Donc un porte-parole, quand il se déplace ou quand il choisit un média, et c'est par rapport à l'objectif qu'il vise. Si je visais nos parents d'Imfondo, de Sibiti, de Simbapel ou de Bifouiti,
je ne serais pas allé sur France 24. Et encore une fois, cela prouve que même M. Thierry Mungala est mal entouré. Il doit même virer toute son équipe parce qu'il perd de l'argent de l'État pour rien. Il dit dans sa déclaration qu'il a fait cette tournée afin de se faire entendre auprès de M. Trump, alors que Trump ne coûte pas les médias sur lesquels il est passé. Alors qu'il devait passer sur CNN, il y a même CNN africain, s'il voulait être entendu par les diplomates américains, M. Trump. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour montrer que nous avons affaire à Naturellement, oui. des amateurs. Nous avons affaire à des amateurs. Et M. Mungala dit dans sa présentation que au Congo-Brazzaville, il y a une liberté d'expression, que les journalistes ont le droit de s'exprimer et tout ça. Et voyez, quelques jours après, il y a l'affaire de cette dame qui Rosie est Piotr, une oui. représentante des médias où ce dernier allait parler. Parce que je pense qu'il est Curieusement, également passé sur l'une de ses chaînes. très Et curieux. c'est curieux. Vous voyez comment ils sont contradictoires. En anglais, c'est ce qu'on appelle oxymoron. Donc, ils sont contradictoires. Ils disent une chose et son contraire. Ils disent une chose et ils font le contraire. Rosie Piotr, journaliste indépendante et directrice de Factic Congo, fait face à des menaces persistantes depuis début juillet. En cause, son enquête sur l'attentat à la bombe de 1982 à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville, qui avait fait 4 morts. Le 17 juillet, la première partie de l'enquête est publiée malgré les pressions qu'elle subit. En 1986, lors du procès, des hommes politiques de l'époque proches du président actuel avaient été accusés. Parmi eux, Jean-Félix Tister-Tikaya et Ambroise Noumazala. Pour la première fois depuis 43 ans, les familles des victimes ont pu témoigner, ce qui ravive un sujet jugé sensible et oublié. Rosie Piotr reçoit des menaces. On lui explique que si elle continue sa série d'articles, alors le pire pourrait arriver à elle ou à sa famille. L'association professionnelle GEC, Journalistes et Éthique Congo, appelle à la protection immédiate de la journaliste. Les autorités congolaises s'impliquent en la question. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu le membre du gouvernement qui s'occupe des questions des médias. Nous lui avons dit qu'il faut qu'il s'implique sur cette question, impliquer, permettre aux journalistes de continuer son travail, mais aussi de protéger le journaliste. Il n'y a pas que Rosie Piotr, il y a aussi beaucoup d'autres journalistes. Le contexte est un peu difficile, qu'on laisse les journalistes travailler librement sur des sujets d'intérêt national, des sujets politiques, des sujets économiques et même des sujets culturels. On ne doit pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Le ministre de la Communication a appelé Rosie Piotr à porter plainte. Pour rappel, dans le classement de Reporters sans frontières, le Congo occupe actuellement la 71e place sur 180 pays. Et c'est ça, en fait, la réalité. Et cette affaire de cette journaliste est également une autre preuve d'un signal qu'ils sont en train d'envoyer auprès du pouvoir médiatique, au Congo-Brazzaville et même à l'échelle internationale. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont plus affaire à cette génération ou à cette époque d'il y a 30 ans, 40 ans, où les gens ne savaient pas lire entre les lignes, où la jeunesse, les gens avalaient tout ce qu'ils disaient. Voilà pourquoi vous voyez que cette affaire a déjà été analysée et des actions sont déjà prises concernant ces menaces qui sont en train d'être posées par ce Alors, gouvernement est-ce que tyrannique. ça veut dire également que ceux qui tiennent, par exemple, des pages d'information sur les réseaux sociaux devraient également s'attendre à des actes d'intimidation? Parce que lorsqu'on dit, c'est ce que le procureur venait de dire, au Congakala, l'information sur la marche, voilà, qu'il qualifie d'ailleurs de menace pour la sécurité nationale, avait été annoncée sur la page de Cédric Castellin-Balou. Est-ce que c'est pour dire que finalement, ceux qui relaient les informations, ou peut-être que c'est un message qu'ils veulent envoyer au niveau de la jeunesse au Congo-Brazzaville, que ceux qui relaient les informations venant soit de l'étranger ou des activistes politiques pourront être également, voilà, arrêtés, pourquoi pas enlevés. Voilà. Cela fait partie de leur stratégie d'adaptation par rapport à l'ère numérique. Vous voyez, l'ère numérique a surpris le PCT parce que c'est un dinosaure. Vous voyez, ils étaient habitués au principe de Machiavel. Il y avait des stratégies, un système déjà mis en place. Alors, le monde digital les a surpris. Et donc, ils sont en train de se débattre pour voir comment est-ce qu'ils peuvent contrôler le digital au niveau du Congo-Brazzaville. C'est pour ça que vous avez vu que le ministre du numérique, au lieu de faire son travail pour donner un Internet stable, nous voyons comment au niveau de Congo Télécom, un peu partout, l'Internet était stable,
Il passe son temps à aller aux conférences de cybersécurité pour recruter des experts en cybersécurité. Alors dites-moi, Monsieur Christian Perrin, quelle est la menace du Congo par rapport à la cybersécurité? Nous savons tous que la majorité de notre système d'État est encore manuel. C'est des dossiers comme ça qu'on met dans des cartons. Alors quel est le risque Ou peut-être sécuritaire? ou peut-être qu'ils Hein? veulent contrer tous ceux qui balancent les notes Exactement, administratives c'est ça sur l'objectif. Je vous informe, Monsieur Christian Perrin, qu'ils ont recruté des personnes, des experts. Leur objectif, et cela va vraiment être déclenché à quelques mois des élections. Leur but, c'est d'utiliser ces experts-là pour pouvoir pirater les pages comme TLR TV, pirater des pages comme Ziana TV, toutes les pages qui communiquent des informations par rapport à la situation du Congo, la situation, les violations des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Et donc, l'affaire de Cédric Balou est une manière, cela fait partie de leur stratégie d'intimidation numérique, de faire passer un message subliminal à la population en disant que si vous faites passer même un message concernant une marche, on peut venir vous arrêter et vous allez finir en prison et vous pouvez être accusé d'une atteinte à la sûreté de l'État. Donc vous voyez qu'on est toujours dans la politique de l'intimidation, de la peur, de la terreur. Et Oui, c'est mais ça c'est des petites l'objectif. menaces. Je crois que ces petites menaces ne pourront peut-être plus passer. Ah bon, encore, il y a encore des naïfs qui peuvent croire parce que, entre-temps, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a eu ce petit vent qu'ils ont, voilà, ventilé pour dire, même sur WhatsApp, quand vous répondez Voilà, les gens à sont suivis quelqu'un, sur vous êtes YouTube. tracé, vous êtes écouté. On ne peut pas écouter toute une population, la vérité. C'est Ah, encore impossible. que. Attendez, Mais attendez. ça, désormais, lorsque vous appelez quelqu'un, surtout au pays, c'est la première réaction. Attention ici. Ouais, Voilà. ici. Ouais, vous comprenez? Vous comprenez que c'est ça, ça fait partie de leur stratégie, contrôler. Et c'est l'un des principes du prince Machiavel, contrôler le peuple par la peur. Et même, ce n'est pas seulement dirigé contre le peuple, hein, même contre ceux qui sont dans le PCT. C'est-à-dire que le but, c'est de leur mettre, de leur faire vivre dans la peur de telle sorte que le ministre a peur de causer au téléphone et parler de certaines histoires. Donc, c'est même une manière de contrôler ceux qui sont au sein du système. Vous comprenez? Et au-delà de cela, M. Christian Perrin, cette nouvelle déclaration où l'on parle expressément d'une personne vivant au niveau de la diaspora, mais c'est une manière en fait de lancer, de préparer les gens à la prochaine étape de leur machination machiavélique qui consiste à traquer les membres de la diaspora qui euh, dénoncent et révèlent les actes macabres qui se passent au Congo-Brazzaville. Et vous allez voir qu'ils vont même procéder par fomenter même des mandats d'arrêt à l'international contre certaines personnes en leur liant à certains faux coups d'État. C'est ça l'objectif final. Bon, ben de toute façon, Jérôme Voilà. Lemba, on connaît bien ce régime, comment il fonctionne. Hein. Ils avaient accusé, comment tu l'appelles déjà là, le pasteur Ntoumi de terrorisme, mais aujourd'hui il travaille avec eux. Donc, on connaît Exactement. comment ça Ouais. fonctionne. Qu'ils ne se mentent pas, ça ne passera plus et on ne Ça ne passera cédera plus. pas du tout. Ça, ils peuvent en être Exactement. rassurés. Qu'ils émettent les mandats d'arrêt internationaux, nous les attendrons et nous irons avec eux jusqu'au bout. Ça, ils peuvent s'en rassurer. Alors, moi, je veux m'intéresser un peu à l'action de la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation qui a lancé cette vague d'enlèvement, séquestration, torture et parfois élimination physique des exactions. Nous savons qu'il y a aussi des exécutions sommaires, hein, opérées par cette centrale qui, en réalité, viole de bout en bout la loi, la constitution. Est-ce qu'elle travaille finalement pour le Congo ou pour une personne, c'est-à-dire pour le tyran Sassou Nguesso? Bonne question, Monsieur Christian Perrin. Vous savez, euh, le problème d'enlèvement arbitraire, des tortures au Congo-Brazzaville, euh, ne cesse de s'accroître. Vous voyez, juste en 2024, l'OCDH a déclaré qu'il y a eu plus de 250 cas de torture au Congo-Brazzaville. Il y a des jeunes qui sont enlevés récemment. Il y a un monsieur, un retraité qui a servi le pays et qui comptait sur ses enfants. Il a perdu un de ses enfants, des jumeaux. Il y a un qui a été, ils ont été arrêtés de manière arbitraire, tout simplement parce qu'il y a une personne connectée au pouvoir qui a décidé
que voilà, ces personnes ont commis un acte criminel sans vérification, ils ont été mis au NIOF et ils n'ont même pas pensé à appeler leurs parents alors que cela fait partie de la procédure. Ces enfants ont été tabassés. Quelques jours après, ils se retrouvent au tribunal et l'un des jumeaux tombe sur place devant le juge parce que il a eu à subir des coups. Et en plein tribunal, le juge demande à ce qu'on déplace le corps. Il laisse le corps devant la porte du tribunal sans aucune assistance. Ils n'appellent pas les services médicaux. Ce jeune est mort dans la maison de justice. C'est cet endroit qui est censé être le symbole de la protection du peuple. Vous voyez qu'en dehors des services de renseignement, même le service juridique est corrompu et est sous le joug de ce Mais système. pendant que vous appelez ces faits-là, il y a également, nous avons suivi tous dernièrement, l'assassinat d'un ancien colonel, enfin un colonel à la retraite, Oui, Atta, qu'on appellerait, qui a été assassiné d'une balle dans le dos et personne n'en a parlé, ni le procureur de la République n'a même pas voilà, communiqué là-dessus. Et c'est voilà. très curieux ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Voilà. Lorsque vous voyez Okongakala garder silence sur un sujet, cela veut dire que l'acte posé vient d'une personne au sommet et il n'a pas le pouvoir de parler. Donc son silence est une indication. Voilà pourquoi récemment, il y a eu un monsieur qui a brûlé sa femme, je ne sais pas, pour des raisons de jalousie. Il est tout de suite sorti pour chercher un autre moment viral. Vous voyez? Mais ça, c'est un problème d'État. Un colonel à la retraite qui est Abattu. assassiné pendant qu'il faisait abattu pendant qu'il faisait son jogging. Personne n'en parle, aucune enquête, aucune investigation, aucune déclaration du procureur. Mais vous voyez tout de suite que nous sommes en fait dans une phase de nettoyage. Et les gens le savent. Et il est obligé de rester calme parce qu'il sait qu'il est dans un système où, où le chef ne connaît pas le mot loyauté. Pour lui, tu peux le servir fidèlement, mais si un matin il se réveille et que tu as mal touché, c'est fini pour toi. Vous comprenez? Et donc, c'est un régime où nous savons tous que si M. Denis Sassou Nguesso a gardé un seul élément constant dans sa vie, il est loyal qu'à une seule chose, sa coupe légendaire de coiffe, sa coupe légendaire, sa coiffe. C'est ce qu'il a maintenu. Nous voyons qu'il est constant. Et si il était aussi constant dans ce sens-là, sur la bonne gouvernance, on allait avoir un pays meilleur que Dubaï. Et donc voilà, M. Perrin, la situation de service secret. Et je tiens à le signaler que ce ne sont pas tous les membres du service secret. Plusieurs d'entre eux sont contre les actes qui sont posés par ce régime. Mais le problème est que ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer et d'agir. Je veux donner un exemple tout simple. Le cas, par exemple, de la Sibouti, c'est un exemple concret, par exemple, c'est une personne qui faisait partie du système. Il est revenu des États-Unis. Il vivait sa vie, il était auteur et tout ça. Il pouvait rester là-bas. Mais il a cru au discours fallacieux, ce discours-là de ce gouvernement qui dit que non, la jeunesse revenait. Il y a la paix au Congo, il n'y a plus de guerre, plus de Et dictature. d'ailleurs, Nous, comme est en train de le faire, vous avez cité tout à l'heure les timoniers, je ne sais pas quoi, toute la voilà, propagande qui se mène autour là ces de jeunes voilà. vendus là, qui les fils à papa, qui sont là en train de raconter des mensonges parce que c'est eux qui vivent cette belle vie là, ce n'est pas le peuple. Et donc, la Sibouiti revient, et donc c'était normal pour lui de rejoindre le parti politique. Et en travaillant avec ce système, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Et il s'est rendu compte que non, mais tiens, mais ce qui se passe ici, c'est pas normal. Et tout le monde a ce droit-là de prendre conscience. Et il se retire du système. Il a pris ce courage-là. Et quand ils quittent du système, ceux-là qui sont dans le système, qui veulent faire comme la Sibouti, ils observent comment est-ce que le peuple, comment est-ce que les opposants vont recevoir ceux-là qui étaient dans le système et qui disent non et qui ne veulent plus le mal qui se passe au Congo. Maintenant, lorsque le peuple, les opposants, les activistes traitent ces personnes-là comme ils ont traité la Sibouti, Monsieur Perrin, je vous pose une question. Pensez-vous que d'autres membres du PCT qui détestent ce que ça se fait et qui veulent s'exprimer et quitter ce système, croyez-vous qu'ils vont le faire? Ben non, de toute façon, il y Ah, en mais vous a voyez, avec qui, lorsque vous causez avec eux, ils vous disent, ben oui, on est un peu, on voit bien ce qui voilà, se ils le passe, reconnaissent. c'est pas normal, mais, il y a toujours ce mais Mais, là, mais. Est-ce mais pour le mais, autant? c'est le peuple, Monsieur Perrin. Le mais, c'est l'opposition. Est-ce que l'opposition va les recevoir à bras ouverts? Est-ce que l'opposition va les protéger? Est-ce que le peuple va protéger ces personnes-là? On a eu le cas parfait Kolela.
Jusqu'au moment où il était dans l'avion, il avait du mal à respirer. Les Congolais et certains opposants disaient toujours que c'est un mensonge, que c'est un jeu du pouvoir. Et lorsqu'il est mort, c'est là où les gens ont finalement fait de lui un héros. Vous voyez que c'est ce problème-là que nous devons régler au niveau du Congo-Brazzaville. Les gens attendent que Lassib Ouitti, par exemple, puisse mourir et ensuite ils vont dire ah, Lassib Ouitti avait raison, il était vraiment vrai. Oui, mais pendant que vous le dites, d'ailleurs, Jérôme Lumba, à un moment donné, on a commencé aussi à entendre sur Cédric Castellan-Balou, non, il joue le jeu du pouvoir, ce qu'il Voilà, fait, c'est exactement. toujours... Et aujourd'hui, le voilà qui, finalement, vit maintenant en reclus et Oui, personne ne se lève, personne ne le défend. personne. Parce que là, il n'y a pas de mouvement. Voilà, non, c'est pour ça, au moment où nous parlons, il y a des lives déjà qui se font, il y a des gens qui sont mobilisés. C'est pour ça que vous avez vu que nous sommes vite montrés au créneau. J'ai fait une vidéo pour pouvoir exposer, en fait, comment on appelle, la fausseté de cette accusation-là. Et c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, même si Cédric Asselin Balou faisait partie du PCT, encore un autre élément que M. Okongakala devait savoir, c'était leur frère, c'était un membre de leur parti. Il devait le savoir. Vous voyez, investigation zéro. Alors, mais Cédric Balou a le droit aujourd'hui de dire non. Je suis quand même un homme, j'ai des enfants, j'ai des membres de ma famille, même si je peux jouir du PCT ou quoi, mais qu'en est-il du reste de la population? Tout homme a le droit. Ici sur Terre, nous ne sommes pas parfaits. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, lorsque nous repartons en arrière, nous pensons à notre jeunesse, nous avons dû poser des actions. Quand on pense à ça aujourd'hui, on se dit non, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez? Alors, donc, même ceux-là qui sont dans le PCT, ils ont ce droit-là comme on dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, Monsieur mais Perrin. Jérôme Lumba, est-ce que il peut avoir des activités du genre à vouloir soutenir aussi Cédric Castellan-Balou qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile, hein, comme vous êtes en train de le constater. Est-ce que on peut penser à des actions comme on l'a fait d'ailleurs pour la Simwiti, du genre, vous voyez de quoi je parle, des cagnottes, pour Exactement. tenter de trouver des experts pour essayer de le protéger? Non, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Nous sommes mobilisés. C'est pour cette raison que nous faisons appel à tous ceux-là qui disent qu'ils militent pour un meilleur Congo. Je parle des médias, je parle des activistes. Parce que nous parlons seulement des égaux des opposants, mais nous oublions que même parmi les activistes, il y a des guerres des égaux. Ceux-là qui pensent être mieux connaître que les autres, faire mieux, ah nous on existe depuis des années, tout ça c'est de l'immaturité. Ceux qui Même revendiquent au niveau des médias. ceux qui revendiquent le combat, la lutte politique au Congo, alors. Voilà, la lutte politique, non, Bissoto Banda avant Bino et tout ça. Et après, on a également dans certains médias, les gens disent, ah non, si tu passes dans l'émission d'un tel, tu ne passeras plus ici. Alors que nous sommes dans le même camp. Vous voyez? Et en ce moment, tout le monde doit relayer l'information concernant l'affaire de Cédric Castellan, c'est ce qui se passe déjà partout. Et on doit, sur les médias, on doit organiser des lives, Et des aussi pour émissions, mettre, même faire des pour ne émissions. pas l'oublier, hein, pour mettre Voilà, Bob Kaben Masuka, bien qu'aujourd'hui, ouais, entre les griffes de ce régime, en fait, on peut faire quelque chose hein, pour les libérer. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai reçu sur ce plateau Maître oui, Sylvain Senda, qui merci. a Ouais, lancé, en fait, qui a porté plainte contre ses ravisseurs, notamment le colonel Aristide Okassa et le général Eli Atipo. Après, je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas aussi ajouter le nom d'André Okongakala parce que celui-là fait beaucoup mal aux Congolais. Il est complice de beaucoup de crimes, curieusement. Ça, c'est, je crois, les avocats qui vont voir, surtout ceux qui sont à l'étranger. Bon, encore sur place, on sait bien que ça ne va pas aboutir. Mais alors, donc, comment faire désormais pour essayer de plier ce régime tout de même. Parce que quelqu'un me disait, mais écoutez, pourquoi est-ce que les Congolais ne feraient pas le coup pour coup? Parce que ce qu'ils font, tout le monde voit. Ils ont des familles à l'étranger, ils ont des enfants à l'étranger, ils passent souvent leur week-end à l'étranger, ils viennent se soigner à l'étranger, ils ont investi à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de les traquer eux aussi au niveau de l'étranger, par exemple? ok. Monsieur Christian Perrin, je vais reprendre à cette question dans deux volets. Le premier volet, c'est le volet pacifique.
hein, c'est ce qu'on appelle la violence intellectuelle. C'est-à-dire par le droit, bien Oui. sûr, hein, par la justice. Voilà, Peut-être pas exactement. des violences. Donc, oui, je veux parler en fait de deux volets en fait. Le premier volet, c'est le volet au niveau de la violence intellectuelle. Ce sont des stratégies, par exemple, que le président Tshisekedi a eu à utiliser en signant des accords avec les États-Unis. Et derrière ces accords, il y a ces conditions-là de plier ceux-là qui étaient en train de causer du tort à la RDC. Et même les partenaires du Rwanda. Voilà, vous avez vu que des gens ont fait des rétropédalages, ils ont fait des annonces, même pour le problème de la cession de terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des appels des membres du FBI et de la Maison-Blanche pour leur donner un avertissement. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont vite fait une communication, ils ont même fait des voyages pour parler de cette histoire-là. Parce que M. Tshisekedi a utilisé la violence intellectuelle, la violence diplomatique. Il a dit, je ne peux pas rentrer en guerre physique et tout ça. Et donc, nous, en tant que Congolais, et les opposants, il y a des choses claires que nous devons utiliser. En tant qu'opposants, lorsque nous, ou compatriotes, patriotes, lorsque nous disons que nous ne voulons pas être, par exemple, dans la violence physique, donc les seules armes que les opposants ont, ils ont deux armes capitales. La première arme, c'est l'arme, ce qu'on appelle, c'est l'arme de la mobilisation de masse, le peuple, par un soulèvement par rapport à l'article 35 de l'acte constitutionnel des droits de l'homme, qui date de 1793. Vous voyez, ce texte-là donne le droit à tout peuple qui est victime d'une oppression par son gouvernement qui est censé de le protéger, de se soulever. C'est un droit légitime, même en France. Vous avez vu Tout à fait, récemment avec oui. les gilets jaunes et tout ça. Quand les gouvernants ne respectent plus la loi, le peuple n'a plus que l'insurrection. L'insurrection comme solution. Tout à fait. Et cette insurrection est justifiée parce que, M. Perrin, lorsque vous regardez la Constitution, dans l'article à partir de 95 jusqu'à 96, qui parle de la trahison, la haute trahison par rapport à la responsabilité du président. Il y a des actes qui sont cités, par exemple la sûreté de l'État, lorsque c'est menacé, lorsque la souveraineté de la nation est menacée, le président peut être, comment on appelle, démis de ses pour fonctions, haute trahison. Oui. Et démis de ses fonctions. Monsieur Denis Sassou Nguesso a déjà brisé ces lois-là. La violation des droits de l'homme, ça fait partie de la haute trahison. des éléments mentionnés dans le cadre de la haute trahison. Comment on appelle l'affaire des passeports diplomatiques que l'on donne à des criminels, des terroristes. Et c'est à cause de ça que nous avons eu le travel ban. Monsieur Perrin, est-ce que vous savez que à cause de ces documents que la Maison-Blanche a reçus, des passeports diplomatiques possédés par des personnes qui sont fichées par Interpol. Est-ce que vous voyez déjà que M. Sassou a réduit le service secret du Congo, ce service secret qui était respecté à l'époque? Il a réduit ça à des activités du quartier et cherche à savoir où est-ce que M. Perrin vit, il est dans quelle ville, dans quel pays, alors que ce service secret devait faire le travail de pouvoir analyser qui est cette personne-là qui veut être conseiller du président. Le Congo, s'il parle de le monde numérique et tout ça, si le Congo avait vraiment cette numérisation-là dont parle M. Ibombo, il devait être capable de se connecter au service d'Interpol. Ils ont une database qui est disponible à toutes les nations et tous les services de renseignement des nations. Ils allaient voir que ce Marocain était recherché même dans son propre pays. Et d'ailleurs, pendant que vous parlez de ce Marocain, on va proposer à nos téléspectateurs l'extrait, évidemment, d'une vidéo qui en parle. Il est recherché et il s'était passé d'ailleurs pour un conseiller du tyran de Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso. Suivez. Il se présente comme un ancien numéro 2 des renseignements marocains, contraint à l'exil après avoir dénoncé des dérives internes. En réalité, Mehdi Hijaoui n'est pas poursuivi pour ses idées, il est recherché pour escroquerie par Interpol. Voici les faits. Le 17 juillet, Le Monde publie un article retentissant sur Mehdi Hijaoui. Il y est présenté comme un ancien haut responsable de la JED, le renseignement extérieur marocain, devenu lanceur d'alerte, menacé et aujourd'hui en fuite. Mehdi Hijaoui a bien travaillé pour la JED, mais il n'a jamais été officier supérieur, encore moins numéro
numéro 2. Son poste, contrôleur général, un grade civil inférieur à celui de préfet de police. Il est renvoyé une première fois en 1995 pour faute grave, réintégré 10 ans plus tard en 2005, il est de nouveau limogé en 2010. Bilan, 7 années de service, aucun rang stratégique, aucun accès au cercle de décision. Mais après son éviction, Mehdi Hijawi ne disparaît pas. Il se fabrique une nouvelle légende, celle d'un homme de l'ombre, supposément proche du palais. À Rabat, on le croise dans certains lieux comme l'Absinthe, un bar connu où il cultive l'image d'un initié au secret d'État. Il évoque un carnet d'adresses tentaculaire, promet des interventions, des connexions, des coups de pouce. Et cette façade devient son arme principale. Il recrute un ancien policier qu'il maquille en conseiller du roi. Pour régler ses comptes, il s'associe à un youtubeur installé au Canada. Il utilise même des audios générés par intelligence artificielle, imitant la voix de hauts responsables. Pour rendre le tout crédible, il obtient un passeport diplomatique congolais, obtenu via un homme d'affaires français bien introduit à Brazzaville. Grâce à ce document, il se fait passer pour conseiller du président Sassou Nguesso lors de ses déplacements. Avec cet attirail, il réussit à piéger des investisseurs en Suisse, au Brésil, aux États-Unis. Il parle de plus d'1 milliard de dollars de projets fictifs, terrain à Rabat, chaîne panafricaine, opérations confidentielles et même organisation de la Coupe du Monde au Maroc sur haute instruction. Alors pourquoi le monde relaie-t-il cette fable? Parce qu'elle coche toutes les cases. Un ancien agent qui parle, un appareil d'État présenté comme oppresseur, un homme seul face à la machine sécuritaire. L'article s'appuie uniquement sur les déclarations de Mehdi Hijawi, relayées par son avocat William Bourdon. Aucun fact-checking du passé et présent trouble de Mehdi Hijawi. Et surtout, aucune parole donnée aux nombreuses victimes d'un escroc désormais notoire. Voilà, et donc les passeports diplomatiques du Congo se retrouvent entre les mains des criminels. Ça, voilà. Alors, vous voyez que ce passeport, et nous savons tous dans le cadre diplomatique, les passeports diplomatiques sont signés par le président, par la présidence. Et donc, ce monsieur ne pouvait pas avoir ce passeport si cela n'a pas été approuvé par le président de la République. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le Congo est en train de montrer son immaturité? Est-ce que vous voyez comment est-ce que le Congo, qui est dirigé par un général, un militaire, normalement, nous, on devait avoir les meilleurs services de renseignement en Afrique. Mais regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, on est humilié. Avant, on a eu l'affaire Odjedj, maintenant, c'est l'affaire de ce Marocain. Et à cause de cela, ce n'est pas le seul cas. Ça, c'est ce qui a été révélé. Mais il y a des cas de passeports diplomatiques, des personnes qui sont classées comme des terroristes à l'étranger, qui ont reçu les passeports de notre pays, des Syriens. Maintenant, est-ce que vous savez, monsieur Christian Perrin, oui, mais pendant que vous le dites, vous avez consulté parmi les personnes qui ont reçu ces diplômes, en fait, ces passeports diplomatiques et qui ont travaillé pour le compte de Denis Sassou Nguesso dans des criminels bien connus, hein, recherchés par la justice internationale. Vous avez le cas, par exemple, d'Augustin Bisimana, vous connaissez, l'ancien ministre de la Défense rwandais, accusé de génocide. Vous avez aussi Mesquite, M. Mesquite, qui est un criminel de guerre, qui, à un moment donné, a fait partie de la garde rapprochée de Denis Sassou Nguesso, avec un passeport congolais. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Nous avons l'ancien directeur général de l'hôtel Atlantic Palace, un ancien ministre de la Défense de Hezbollah. Alors, vous voyez. Alors, comment voulez-vous que nous qui aimons notre pays, nous puissions nous taire? Parce que lorsque nous ne parlons pas seulement contre le pouvoir, mais nous parlons aussi pour le bien du pouvoir. C'est-à-dire que dans le cadre de la préservation de la noblesse de notre souveraineté, nous voulons tous avoir un président qui est respecté partout à travers le monde. Nous voulons avoir un service secret. Vous savez, j'ai suivi un documentaire où il y a un expert en espionnage qui a cité le Rwanda parmi les pays avec les meilleurs espions et services secrets. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les autres travaillent? Ils sont reconnus à l'échelle internationale. Est-ce qu'on peut le dire pour nos pays? Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons avoir les meilleurs dans tous les domaines. Et dans le cas de ces passeports-là, je vous informe qu'il y a des passeports que le gouvernement américain a. Des personnes, en fait, qui sont fichées comme terroristes. Maintenant, selon la loi américaine, lorsque leur nation est menacée, vous savez que M. Trump a le droit de venir attaquer le Congo? Est-ce que vous le savez? Parce que ces documents prouvent que le Congo-Brazzaville a des intentions terroristes contre les États-Unis. Et ils peuvent utiliser ça s'ils le veulent. Ils peuvent utiliser ça pour lancer une guerre contre le Congo et bombarder tout le Congo. Et nous et tous nos parents vont subir à cause de l'incompétence, l'ignorance et l'égoïsme de ces gouvernants. Est-ce que vous voyez le danger dans lequel nous sommes? Et c'est là que vous étiez en train de dire, normalement, c'est le travail que devait faire la CID, donc la Centrale d'intelligence
de la Exactement. documentation, protéger la nation congolaise, protéger le Congo, mais là, finalement, elle fait l'inverse, c'est-à-dire elle est au service d'un homme et non Voilà. de la C'est nation c'est une congolaise. passoire. La C'est une preuve, c'est qu'il passoire. y a des criminels qui volent, qui détournent les milliards qui devaient servir au bien-être des Congolais. Et voilà, là, l'économie est détruite, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Hum. je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration du Oui, le ministre des ministre Finances. des Il disait Finances. que le Congo n'a plus les capacités d'assurer, voilà, Mais comme il ne la cesse de nommer régularité des des gens, salaires, des créer de pensions, nouvelles des bourses. positions. Et ça Oui, n'intéresse pas la CID. Ce qui intéresse la voilà. CID, ce sont des jeunes qui disent, ben voilà, trop c'est trop, on en On a a marre. besoin d'eau, Et là, la CID est tu es un derrière. terroriste. J'ai besoin d'électricité, tu es un terroriste. J'ai besoin d'emploi, tu es un terroriste. Je reviens du Cuba, vous nous avez promis du travail. On marche parce qu'on demande notre travail. Terroriste, arrêtez, assassinez. Est-ce que c'est ça le travail de la police? Et il y a beaucoup de policiers qui sont contre cela. Voilà pourquoi on doit faire la part de choses parce qu'il y a des gens au Congo là-bas qui détestent ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est des vrais patriotes, vous savez. Et maintenant, toujours dans le cadre de votre réponse, j'ai cité le premier Le élément premier qui j'ai élément, le parlé en fait deuxième de la volet, oui. mobilisation du peuple. La mobilisation du peuple, les opposants, les activistes veulent faire un travail. Ils ne doivent pas attendre quelques mois avant les élections pour pouvoir faire le travail sur le peuple. Ils ont eu pratiquement le mandat, ces 5 ans et tout ça. Ils devaient travailler sur le peuple. C'est le travail qui doit être fait sur le plan pacifique. Et le deuxième élément, les opposants, les activistes et autres doivent travailler sur le lobbying diplomatique et économique. Vous savez, aujourd'hui, lorsque Kabila a décidé même finalement sous la pression de quitter, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu le lobbying économique et le lobbying diplomatique qui a mis une pression. Vous comprenez? Et cela se passe dans beaucoup de pays. C'est ce qu'on appelle dans l'art de la guerre, comment on appelle, de l'empereur, comment on appelle, japonais, tout ça, Tse-Tsung. Il part du principe de gagner une guerre sans faire sortir une arme. Vous voyez, sans faire couler le sang. Et donc, les opposants au Congo-Brazzaville qui sont démocrates, c'est ça, c'est la deuxième arme qu'ils doivent utiliser. Ils doivent faire un travail au niveau du lobbying économique et lobbying diplomatique pour pouvoir faire comprendre aux partenaires internationaux du Congo de pouvoir se désolidariser de ce régime. Vous comprenez? Et ils doivent également, et ces derniers vont mettre une pression pour obliger ce dernier à faire une élection transparente. Si la vérité est bafouée, ces derniers vont soit mettre des sanctions sur le Congo, des sanctions économiques. Ouais, l'histoire de l'apartheid, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles l'apartheid a pris fin, en dehors de la branche armée, et ça c'est dans le deuxième volet de ma réponse, quand on parle également le coup pour coup, l'apartheid, comment on appelle, l'ANC avait plusieurs branches. Parce que vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas forcément avoir les mêmes intentions pour libérer une nation. Vous voyez? Et l'ANC avait compris ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une branche des intellectuels, les Tabou Beki et autres, et leur travail, c'était de faire le combat de la libération sur le plan intellectuel. Donc, eux, ils sont allés étudier à Londres, ils faisaient des conférences, ils faisaient des trucs, ils faisaient du lobbying diplomatique pour la libération de l'Afrique du Sud. Et il y en avait d'autres qui faisaient des marches qui étaient à l'étranger. Les Sud-Africains sortaient en masse et tout ça. Et après, il y avait la section armée qu'on appelait Mkonto et Sizwe. Ça, c'est la branche qui était gérée par Jacob Zuma, qui était chargé de l'espionnage et tout ça. Là, je parle de la diaspora. Je parle de la diaspora. Ils ont créé une branche armée. Cette branche-là était la dernière solution. Lorsque le gouvernement touchait à l'aide d'entre eux, cette arme-là également repliquait, coup pour coup. Ils brûlaient même comment on appelle, des poteaux d'électricité et toutes ces histoires-là. Ça, c'est l'histoire. Vous voyez? Et donc, les gens au Congo-Brazzaville, moi, personnellement, je vais vous faire une confidence. J'ai été contacté déjà par certaines personnes qui m'ont dit, mais Joël Bemba, on t'écoute, tu as une voix qui porte et tout ça. Nous, on veut que tu puisses être le visage, mais nous allons libérer le pays par les armes. Moi, je leur ai dit, moi, ce n'est pas ma logique. Moi, j'utilise les armes démocratiques. Je ne suis pas dans le coup d'État. J'ai dit, si c'est vous pensez que c'est ça votre idéologie, faites-le de votre côté, mais ne me mêlez pas dans ça. Donc, c'est pour vous dire qu'au moment où je vous parle, il y a des Congolais, certains d'entre eux, qui font partie même des organes militaires américains, français, la Légion française et tout ça. Ils sont calmes, ils attendent. Ce gouvernement va être surpris
Parce qu'ils ne sont pas les seuls qui sont violents. Et là, je parle des vrais militaires qui ont été formés par les meilleurs, aux États-Unis, en France, en Russie, un peu partout. Ils ne sont pas les meilleurs. Si les Congolais sont pacifiques, c'est parce qu'ils aiment la paix. Nous ne repliquons pas par la violence. Ce n'est pas parce qu'on est faible, mais c'est parce qu'on est mature, on est sage, comme des vrais bantous. Et c'est le message que ce gouvernement doit comprendre. Voilà, alors Jérôme Lebas, bien malheureusement nous sommes presque à la fin de cette émission. On va donc conclure sur ce dernier volet avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous avons parlé de la répression, de ce programme déployé par le PCT, qui d'ailleurs c'est Jean-Jacques Yombio Pango qui parlait du PCT qui faisait pire que les nazis. Bon, c'est vrai qu'il est revenu sur ses propos, mais la réalité sur le terrain, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est la Gestapo désormais au Congo-Brazzaville. Et cette répression ne s'arrête pas seulement aux enlèvements, séquestrations, tortures, parfois c'est jusqu'aux exécutions sommaires. Exactement. Et sur les exécutions sommaires des opposants congolais, ce que peut-être ces opposants ne savent pas, c'est que Denis Sassou Nguesso a reçu cet aval de Elf Congo, aujourd'hui devenu Total. Beaucoup ne le savent pas. Il a été instruit d'éliminer des opposants gênants. Je vous propose de suivre un extrait d'une vidéo. C'était la conférence de presse donnée par des jeunes Congolais qui avaient mené des enquêtes là-dessus. Mais je l'avais déjà aussi dit, Denis Sassou Nguesso lui-même avait demandé à Elf qu'on lui donne l'aval d'éliminer des opposants gênants et trop bruyants. Suivez. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait d'une note trouvée dans les coffres-forts d'Elf à la Défense. Donc, une note qui explique très bien l'activisme des dirigeants d'Elf au Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, compte rendu avec Monsieur T. Monsieur B vient de voir Sassou et lui a proposé d'exécuter les opposants qui lui seraient désignés. Voilà, donc en fait, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, à Juro-Lumba, notamment l'exécution des opposants, et on ne va pas rappeler encore le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est une forme d'élimination politique, mais encore s'ils ont la vie sauve, bon, c'est pas encore ce qui se passe, jusqu'à quand ça va se terminer. Vous avez André Okombi Salissa et bien d'autres jeunes d'activistes qui ont été exécutés aussi froidement. Je me rappelle encore des jeunes, et ça fait très mal, des jeunes qui ne vendaient que des CD à Pointe-Noire. Je me souviens encore. Des jeunes qui vendaient des CD, des émissions faites au niveau de la diaspora. Ces jeunes ont été enlevés, assassinés, il faut le dire comme ça, dans les cellules de prison. Rien que ça. Et donc, devant Sassou Nguesso, le tyran, Sassou Nguesso, c'est le cas de le dire, ce régime s'attaque aux opposants gênants. Entendu par là, des vrais opposants. Je suis en train de passer ce message à ces opposants-là, qu'ils ne se leurrent pas avec ce régime. Et comme vous avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu, il leur faut peut-être un pacte de solidarité. Si vous ne voulez pas tous périr comme des petits... Ah oui, ça va arriver. Si vous continuez avec vos égos là. Parce que Sassou Nguesso a le blanc-seing de la France, je le dis parce que c'est vérifiable et c'est documenté, d'éliminer des opposants gênants. Pour les raisons que vous connaissez, appelées souvent stabilité, intérêt de la France au Congo-Brazzaville, question de laisser évidemment libre cours au pillage du pétrole congolais. Alors, Jérôme Lumba, lorsqu'on est en face d'un tel régime, qui malgré les crimes commis au Congo, vous en connaissez, on ne va pas revenir là-dessus, il y en a plein, disparus du beach, expédition militaire au Poul, Ikonongo, je parle encore ici du 20 octobre, c'était le 20 octobre 2015, comment on a massacré les jeunes Congolais, et que jusque-là, la France est restée silencieuse, alors que c'est le premier partenaire du Congo. Exactement. Quel est le message qu'il faut passer aux jeunes Congolais pour se défaire finalement de ce régime? Monsieur Christian Perra, vous savez, l'une des plus grosses erreurs des opposants politiques et des Congolais en général est de dire que Sassou est bête. Vous savez, en réalité, Sassou n'est pas bête. C'est une personne qui a décidé d'utiliser sa jugeote pour faire le mal. Aujourd'hui, si Sassou inversait
C'est du jote là pour faire le bien, il va faire des exploits. Je vais vous dire une chose, contrairement aux opposants, Sassou connaît les lois du pouvoir. Pourquoi est-ce que ce dernier demande la permission à Total? Mais c'est parce qu'il connaît que c'est le lobbying économique. Vous comprenez? Il est conscient de la puissance du lobbying économique. Il sait que pour revenir au pouvoir, vous savez, Sassou n'a pas organisé des marches en France. Hein. Il était calme, il appelait quelques personnes. Il a juste utilisé deux clés. Le lobbying diplomatique. Il allait convaincre l'Élysée, convaincre les diplomates que je veux revenir au pouvoir, que ce type-là vous donne, moi je suis prêt à vous donner mieux que ça. Deux, il a eu à convaincre le lobbying économique pour leur dire je vous donnerai des meilleurs pourcentages, voilà, voilà, voilà. Il a juste utilisé ces deux armes-là. Et malheureusement, les avocats congolais, les opposants, les activistes ne passent pas leur temps, ne passent pas du temps à pouvoir parler à ces lobbyistes-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Combien de personnes sont allées? Vous savez, je vais vous dire, vous savez pourquoi est-ce que le responsable de Total a annoncé cette somme-là? L'investissement de 500 millions d'euros. Millions d'euros. Vous savez pourquoi il a annoncé à quelques mois des élections? Je vais vous dire une chose. L'Élysée et le Quai d'Orsay, ils étaient en train d'observer les Congolais et les opposants pour voir s'il y aura un rapport de force, si les Congolais vont se manifester en masse de manière unanime pour dire qu'ils ne veulent plus de Sassou. Et le Quai d'Orsay a observé, je vais vous dire, en France, il y a plus de 200 000 Congolais. Si seulement 10% sortaient chaque mois, ça fera plus de 2000 personnes. Imaginez aujourd'hui, la France ne pourra pas supporter que 2000 Congolais puissent commencer à sortir chaque mois. Je ne parle même pas de ceux qui sont au pays, hein, sans que les gens du pays ne sortent, sans qu'ils ne fassent de marche. Juste la diaspora, je ne parle même pas des autres diasporas, juste la diaspora en France. Parce que comme vous l'avez dit, c'est le premier partenaire du Congo. Donc c'est un endroit stratégique. Ça, je parle maintenant de la géostratégie. Donc si aujourd'hui, les Congolais aimaient vraiment leur pays, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, M. Perra, la diaspora, est-ce que vous savez que la diaspora est devenue esclave et participe indirectement à la pérennisation du régime de Sassou? Est-ce que vous le savez? À chaque fois que la diaspora envoie l'argent au pays, une portion de cet argent prélevé par les impôts permet à ses dirigeants d'acheter des armes et de vivre comme des rois. Donc, Binobata Diaspora, vous dites que je suis maintenant français, moi j'envoie l'argent au pays. Sachez que vous êtes en train de solidifier le régime de Sassou. Et deuxième élément, l'argent que nos parents reçoivent pour les soins médicaux, pour payer le loyer, les écoles, normalement, c'est des choses qui devaient être faites par le gouvernement, oui ou non? C'est eux qui devaient le faire. Aujourd'hui, la diaspora est devenue une des fonctionnaires non payés du gouvernement. Parce que nous faisons le travail que les gouvernants étaient censés faire. Et cet argent que nous envoyons au pays est devenu ce que j'appelle l'anesthésie de la révolution. Parce que lorsqu'un Congolais qui a faim, qui est malade, son fils est malade et tout ça, lorsqu'il veut se révolter pour sortir dans la rue, il se dit, ah, Christian Perrin, au moins, mon enfant, il va m'envoyer 100 € pour la popote et pour le loyer. Et du coup, ça calme la colère de l'insurrection. Et vous voyez comment est-ce que la diaspora est devenue complice et agit contre la révolution. C'est pour ça que je veux faire également passer un message aux Congolais au niveau du pays avant qu'on puisse clôturer. Après 2026, nous vous disons de manière sincère, après 2026, du moins pour moi et d'autres patriotes qui pensent comme moi, si en 2026, vous ne nous accompagnez pas dans notre combat pour un meilleur Congo, si Sassou Nguesso reste ou le PST reste après les élections, nous allons, moi personnellement, je ne parle pas de toute la diaspora, je parle de ceux qui pensent comme moi, des vrais patriotes, qui comprennent que nous sommes devenus des esclaves indirects de Sassou en envoyant l'argent au pays. En 2026, si vous laissez ce régime au pouvoir, nous allons faire un boycott sur l'envoi d'argent. Nous n'enverrons plus l'argent au pays. Nous allons laisser la responsabilité à Sassou de prendre soin de vous. Parce que c'est sa responsabilité de prendre soin du peuple. Nous allons cesser de faire leur travail à leur place. Et ça, c'est ce que je tenais à dire. Et par rapport à ce que vous avez dit concernant la France, mais ils ont observé, vous croyez qu'eux, ils sont des stratèges. Moi, je connais beaucoup de diplomates, des Français qui se plaignent de la situation des Congolais au pays. Et ils disent que même eux-mêmes, les expatriés sont affectés par ça. Le fait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les routes sont abîmées quand il y a des inondations, leurs maisons également sont affectées. Donc les Français ne sont pas épargnés par ça. Ils n'aiment pas ce que ça se fait au Congo. Mais le problème, c'est qu'ils observent. Parce qu'ils ont aussi leurs intérêts, M. Perrin. Ils ont leurs intérêts. Ben alors, maintenant, si les opposants
passent leur temps juste à parler dans les réseaux sociaux, à faire ce qu'on appelle de la réaction. Quand le PCT agit, eux, ils viennent réagir. Quand on fait un truc, ils viennent réagir. Ils devaient être proactifs. Ils doivent travailler avec, faire du lobbying économique, le lobbying diplomatique. Et ça, c'est le travail des peuples, des avocats en France et partout là. Ils doivent présenter des dossiers, mettre la pression au niveau du Quai d'Orsay et autres. Voici les dossiers qui prouvent la violation des droits de l'homme, la corruption et tout ce qui suit. Nous ne voulons plus de cela. S'il y a 2000 Congolais qui se présentent devant le Quai d'Orsay, c'est ce que le Sénégal a fait. Et je chute en disant ceci, monsieur Perrin. Est-ce que vous savez que monsieur Macky Sall était le choix de la France, même lors des dernières élections? Tout à fait, Voilà tout à fait. pourquoi. Voilà pourquoi M. Macky Sall, pendant qu'il y avait des révoltes, le peuple sortait, il a eu à recevoir comment on appelle, des armes et des véhicules pour contrôler les émeutes, des véhicules qui libèrent l'eau là pour chasser les trucs. Mais il recevait tous ces équipements. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient que Macky Sall reste. Maintenant, lorsqu'ils ont vu la sortie en masse des Sénégalais en France, ils sont sortis en masse. Aux États-Unis, ils sont sortis en masse. Lorsque la France a vu cela, il a dit, Macky Sall, on t'aime bien, mais on aime la France encore mieux. On te demande de partir calmement, laisse ce jeune venir au pouvoir. Parce que ces gars-là, les Diomaye et autres, ce n'est pas le choix préféré de la France. Ils se sont pliés devant la force patriotique. Et c'est ce qui manque au Congo. C'est ce qui manque finalement aux Congolais. Ah ben voilà. Et je peux vous dire, monsieur Perrin, il y a plus de 200 000 Congolais en France. Si aujourd'hui, juste 2000 décident de sortir pendant 6 mois, Macron va demander à Sassou de partir. Je vous le dis clairement. Macron va demander à Sassou de partir. Voilà, je crois que le message est passé. Jérôme Lumba, ça a été un plaisir de vous avoir eu sur R7, notamment dans le droit de savoir. Probablement que vous avez une dernière préoccupation, donc je ne vous ai pas posé la question. Je vous laisse donc le temps de conclure les 2 secondes qui nous restent. Ma préoccupation est la même. Nous voulons d'un Congo où tout citoyen, même le plus petit, peut vivre aisément comme le fils des hommes les plus nantis. Et pour cela, tous les Congolais doivent être impliqués. C'est avec humilité. Si je pouvais me mettre à genoux, même comme M. Mirassa, j'allais le faire pour interpeller tous ces Congolais de la diaspora. Vous voyez qu'en ce moment, il y a un mouvement nationaliste partout à travers le monde. Vous avez vu en Angleterre, les Anglais ont commencé à faire des marches pour dire qu'il y a trop d'étrangers chez nous. Ils ont même commencé à attaquer ceux-là qui ont la nationalité, mais qui sont d'origine d'ailleurs, d'Afrique et tout. La même chose aux États-Unis, la même chose en France. Donc même vous qui dites que non, moi je suis maintenant français, je suis américain, je suis canadien, ne faites pas l'erreur d'oublier votre pays. Parce que même les Italiens américains, jusqu'à aujourd'hui, ils sont impliqués dans le développement de l'Italie, dans les affaires de l'Italie. Les Juifs n'en parlons même pas. Alors, chers Congolais, si nous ne nous levons pas pour la préservation de notre pays et pour demander un pays, un Congo où les droits humains sont respectés, où chaque Congolais peut vivre son rêve chez lui sans aller à l'étranger, alors nous avons failli. Il est l'heure de se lever. Il reste plus que quelques mois pour demander l'impartialité électorale et nous pouvons le faire si aujourd'hui les Congolais, au niveau de la France, de l'Afrique du Sud, des États-Unis et tout ça, je peux vous dire, M. Perrin, sans même demander à nos frères au pays de se soulever, si nous commençons à faire des actions massives et que les avocats congolais se mettent ensemble pour mettre des dossiers et ils s'assoient avec les activistes pour faire le record de toutes les violations, les rapports sur la violation de l'environnement, comme le cas du lac Timpunga, où ils reçoivent l'argent pour la préservation de l'environnement, mais ils sont les premiers à détruire. Si on met des dossiers comme ça et on va les présenter auprès des instances concernées, ils ne recevront plus cet argent-là. Ils ne recevront plus ce soutien. On porte plainte au niveau de la CPI, les avocats, les économistes. Nous devons tous travailler ensemble pour poser des actions concrètes. Et le Congo va être transformé. Parce que le Congo ne peut pas être transformé par juste M. Christian Perrin. C'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Après, ils poseront la question de savoir mais comment déjà amorcer ce travail, comment se constituer déjà. Qu'est-ce que tu leur dis? Déjà, pour se constituer, moi, j'ai toujours dit une chose, que les Congolais doivent arrêter de mettre
ils doivent se libérer du syndrome du sauveur. C'est-à-dire cette mentalité qui dit que, voilà, quel est le sauveur? Quelle est la personne? Voilà quand vous entendez les Congolais toujours dire, ah non, mais vous, les opposants, ils ne sont pas sérieux, on ne croit... Non, les Congolais doivent arrêter de mettre leur espoir sur un individu. Nous pouvons les soutenir, mais nous devons nous dire que même si aujourd'hui on arrête notre leader ou les personnes que nous soutenons, nous allons continuer à agir. C'est-à-dire que les avocats se constituent pour utiliser leur expertise pour la libération du Congo. Les économistes, si on crée une coalition, un groupe où il y a des experts en économie, dans le cadre juridique et tout ça, et on met des dossiers, les juristes vont aller porter plainte ici, porter plainte là, les économistes mettent ici, ceux qui sont experts dans le domaine de l'environnement, ils mettent les trucs pour envoyer auprès des organismes qui envoient l'argent au Congo pour la préservation de l'environnement. Quand ils vont être sanctionnés, ils ne recevront plus l'argent et tout ça. Je vous dis, la preuve, vous avez vu avec la marche, tout ce que nous avons fait, n'avons pas nous vu le gouvernement reculer, ce sont des humains. Vous avez vu l'affaire de la taxe de solidarité. Nous avons lancé une campagne contre cela. N'a-t-elle pas été annulée? C'est parce qu'ils savent que lorsque le peuple fait son travail, ils vont reculer. Et donc, peuple congolais, ne comptez pas. Soutenons Cédric Balou. Soutenons Mirassa et tous les autres opposants. Soutenons Cédric, comment on appelle, Destin Gavé et toutes ces personnes-là. Ne dites pas qu'ils sont trop jeunes parce que l'article 66 qui qualifie sur l'éligibilité des présidents, il dit clairement que si le candidat a au moins 30 ans, il peut se présenter aux élections. Donc, on ne peut pas utiliser cet élément de dire que Cédric Balou est trop jeune. Eh bien, ce sont les mêmes. Lorsqu'on présente M. Mirassa, on présente Oui, mais il faut Yombi, leur ils disent rappeler qu'ils sont que trop vieux. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir à l'âge, je crois, de 36 ans. Il avait encore... Vous voyez? Ben voilà. Et Mariam Vous voyez? Gwabi, je crois, il avait encore 28 ans. Donc, c'est des jeunes qui font l'avenir d'un pays. Donc, on n'a pas à Voilà. s'en prendre sur l'âge. L'âge n'a rien à voir. Voilà. Donc, soutenons les opposants tout en étant dur avec eux, pour se rassurer qu'ils puissent rester sur le droit chemin. Mais pendant qu'on les soutient, nous également, en tant que peuple, on doit faire notre travail. Monsieur Perrin, vous faites un travail sur le plan médiatique. Mais ce travail-là joue un rôle très important. Mais ceux qui sont dans l'économie doivent également faire un travail. Ceux qui sont experts dans le domaine juridique. Moi, par exemple, j'ai une expertise également dans le domaine de l'expérience humaine, c'est-à-dire service client et tout ça, dans le secteur public et privé. Il y a des rapports qui peuvent être faits pour pouvoir mettre une pression et changer les choses au Congo-Brazzaville. Si nous tous, nous commençons à travailler, je vous dis que le régime du Congo n'est pas plus puissant que les régimes qui sont tombés sur le printemps arabe. Parce que là-bas, on avait affaire à des généraux ici et ils avaient des armées. Parce que je vous rappelle que l'Égypte, c'est la première armée en Afrique. Mais face à des patriotes, le général a fui et l'armée n'a pas pu protéger le général. Donc c'est pour vous dire que c'est le peuple congolais qui se sous-estime. Il n'y a pas une arme que Sassou peut acheter. Une arme que Sassou peut acheter qui peut stopper les Congolais s'ils se lèvent aujourd'hui dans la diaspora au pays pour dire que non, trop c'est trop, nous voulons un meilleur Congo. Merci. Merci, Jurol Lemba, que chaque Congolais, évidemment, soit donc acteur pour la libération du Congo, qui est notre patrimoine commun. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Après avoir massivement partagé cette émission, et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À Jurol, en tout cas, grand merci d'avoir été avec Je nous. vous en prie, c'est un plaisir. À Au bientôt. revoir.